j'ai compris. Voilà, merci. C'est enregistré, donc on aura le plaisir de vous réécouter pour ceux qui n'ont rien compris. Voilà. Voilà. Et je vous souhaite quand même, parce que nous sommes le 11 janvier, une très bonne année. Une très bonne année pour vous et vos familles, et aussi une très bonne année lyrique. Mais bon, là pour le coup, on va essayer de vous aider. Bon. Alors, nous sommes, on commence l'année avec une œuvre extraordinaire, hein, une œuvre emblématique de l'opéra de la deuxième moitié du XXe siècle, et de celui qui serait probablement le plus grand compositeur d'opéra lyrique, enfin de lyrique, dans cette deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, je ne vais pas passer plus longtemps à expliquer tout ça, et je laisse la parole à Bruno. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour vous présenter une œuvre qui donc sera proposée au Palais Garnier du 23 janvier au 24 février, qui est le Peter Grimes de Benjamin Britten. Donc, c'est un opéra en un prologue et 3 actes. Et c'est une œuvre qui dure 3h40. Il y a 2 entr'actes durant le spectacle. Alors, d'abord, c'est une chance pour nous de pouvoir proposer un spectacle de Benjamin Britten, parce que c'est un compositeur qui n'est pas souvent donné à l'Opéra de Paris. La dernière production, celle de Billy Budd, datée de 2012 de mémoire, mais depuis on n'avait plus donné Benjamin Britten, sauf dans le cadre de la saison de l'Académie, donc à l'amphithéâtre et hors les murs, mais sinon donc Britten n'avait pas eu les honneurs depuis 2012 de la première scène lyrique française, et notamment n'avait jamais eu les honneurs du Palais Garnier. Donc c'est un oubli qui est réparé avec cette production de Peter Grimes. Alors Britten, donc cet immense, comme vous le disiez Jean-François, immense compositeur britannique, qui est né en 1913, qui est mort en 1976, anobli d'ailleurs l'année de sa mort par la reine, donc on devrait dire normalement Sir Benjamin Britten. Et donc Britten, qui est un compositeur extrêmement éclectique et qui a abordé tous les genres, que ce soit le genre symphonique, le genre chambriste, pièces instrumentales, des cycles de mélodies, des opéras bien sûr, que ce soit des opéras de chambre, que ce soit des opéras comiques ou des grands, ce qu'on pourrait qualifier de grands opéras, que ce soit par exemple Peter Grimes, Billy Budd et j'en passe. On a aussi Gloriana, Le Tour d'écrou, Le Songe d'une nuit d'été, etc., etc. Donc, il a vraiment abordé tous les genres avec succès. Alors, c'est donc également un compositeur qui a pendant quelques années créé une troupe qui s'appelle donc l'English Opera Group, et il a également créé un festival qui est le Festival d'Aldeburgh. Il l'a créé avec son ami et compagnon Peter Pears, qui était également ténor. D'ailleurs, Britten a écrit de nombreuses œuvres vocales pour justement son compagnon Peter Pears. Alors, quelques mots sur la genèse de Peter Grimes. Il faut savoir que Britten était objecteur de conscience. Et donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est exilé aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'il va tomber sur un article de la BBC, un numéro de la revue de la BBC qui s'appelle The Listener. Et dans ce numéro, il découvre un article écrit par E.M. Forster, qui est un écrivain américain. Et dans cet article, que va faire Forster? Il va parler d'un poète anglais qui s'appelle George Crabbe, qui était également révérend. George Crabbe, qui a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle The Burroughs, le bourg, The Burroughs. Et dans ce recueil de poèmes, que fait Crabbe? Il décrit un village en quelque sorte de pêcheurs avec les différents habitants. Il décrit le contexte politique, le contexte social, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez complet dans le cadre donc de cette série de poèmes. Il y a 24 poèmes en tout dans The Burroughs. Et parmi ces 24 poèmes, le 22e poème présente le personnage de Peter Grimes, qui est un pêcheur. Et donc, Britten va, en lisant justement, en découvrant cet article, s'intéresser au poème de George Crabbe, et il va décider de faire un opéra, d'écrire un opéra autour du personnage de Peter Grimes. Et il va
avoir la chance de rencontrer Serge Koussevitzky, qui était un chef d'orchestre. Comment il va le rencontrer? Eh ben, en janvier 1942, Serge Koussevitzky va diriger la Sinfonia da Requiem de Britten. Et Koussevitzky va être très intéressé par l'œuvre de Britten, va trouver que la musique de Britten est formidable, et il va apprendre par Britten lui-même qu'il souhaite monter un opéra autour de Peter Grimes, et Koussevitzky va décider de l'aider. Comment va-t-il l'aider? Eh ben, il vient de créer une fondation à la suite de la mort de sa femme, et donc il va donner $1000 à Britten pour qu'il puisse se lancer dans le projet de Peter Grimes. Et donc, Britten, que va-t-il décider? Eh ben, il va décider de repartir en Angleterre. 3 mois après qu'il a reçu justement ces $1000 de Serge Koussevitzky, Britten prend le bateau, revient en Angleterre avec son ami et compagnon Peter Pears. Et va donc, déjà sur le bateau, il a commencé à travailler à la trame du futur livret avec Pears, à réfléchir à la trame du futur livret. Mais maintenant, il lui faut un librettiste. Et arrivé en Angleterre, il va renouer avec un de ses amis qui s'appelle Montagu Slater. Montagu Slater est un journaliste, est un écrivain qui est également communiste, qui est un militant communiste acharné. Et donc, il va confier le soin, Britten, à Montagu Slater, d'écrire le livret de Peter Grimes. Le livret est écrit, la composition est entamée fin 1943 et elle se terminera début 1945, en janvier 1945. L'œuvre est créée au Sladders Wells à l'occasion de la réouverture du Sladders Wells à Londres et l'œuvre obtient un succès absolument colossal. Succès absolument colossal qui fait dire que finalement Peter Grimes permet de redorer en quelque sorte le blason de l'opéra anglais qui était moribond depuis Purcell. Donc avec Peter Grimes, l'opéra anglais d'une certaine façon renaît et cela grâce au génie de Benjamin Britten. Et 3 ans après, l'œuvre va essaimer, il va falloir 3 ans pour que l'œuvre essaime à travers le monde et devienne l'œuvre incontournable que l'on sait qui s'est imposée sur les plus grandes scènes internationales. Donc c'est vraiment une œuvre absolument incontournable du répertoire international, mais tout particulièrement du répertoire anglais. Alors, de quoi ça parle? Nous sommes donc dans un village de pêcheurs à Brough, le bourg, aux alentours de 1830. Peter Grimes est un pêcheur et il est revenu après une tempête, il a essuyé une tempête, il avait un mousse qui travaillait pour lui, un jeune mousse, qui avait été d'ailleurs pris dans un orphelinat, qui était un orphelin, et donc en quelque sorte Peter Grimes avait payé ce mousse, et donc il revient de la pêche, le mousse est mort. Et le village pense que Peter Grimes est responsable de la mort de ce mousse. Il y a donc un tribunal qui s'ouvre, dirigé par le maire et avocat Swallow, et à l'issue de ce tribunal, qui est un tribunal populaire, Swallow conclut à la non-culpabilité de Peter Grimes, parce qu'aucune preuve n'est apportée sur la culpabilité de Peter Grimes. Peter Grimes dit que son mousse a été mortellement blessé à cause de la tempête, mais qu'il n'est pas responsable de la mort de son mousse. En tout cas, ce n'est pas sa violence à lui qui a entraîné la mort du mousse. Et donc, comme il n'y a aucune preuve sur la culpabilité de Peter Grimes, il est acquitté. Mais bien évidemment, une grande partie des gens du village continuent à penser que Peter Grimes est responsable de la mort du mousse. Sauf notamment une certaine Eleanor Ford, qui est une veuve et qui est l'institutrice du village. Et il se trouve qu'Eleanor Ford est pleine de compassion, attirée par Peter Grimes. Et Peter Grimes est attiré par Eleanor Ford. Et Eleanor Ford veut donner une chance à Peter Grimes de s'imposer en quelque sorte dans le village et de pouvoir enfin occuper une place, celle qu'il recherche depuis longtemps, de pouvoir enfin avoir une famille, une femme, des enfants, de pouvoir être véritablement installé. Elle veut lui donner cette chance et Peter Grimes est prêt à la saisir. Cependant, Peter Grimes ne peut pas travailler sans mousse. Il a besoin de quelqu'un, il ne peut pas travailler seul.
Et donc, il va décider d'aller chercher, ou en tout cas d'acheter un nouveau mousse qui s'appelle John. Et Eleanor Ford va découvrir que ce mousse est blessé au cou, c'est-à-dire qu'il a un bleu. Et elle va finir par douter. Elle va se dire, mais peut-être que j'ai donné sa chance à Peter, mais que Peter est aussi brutal qu'on veut bien le dire, ou en tout cas, ce n'est pas un personnage recommandable. Et donc, elle doute de Peter Grimes. Peter Grimes jure à Eleanor Ford qu'il n'est pas responsable, qu'il n'est pas coupable. Elle doute, et du coup, spontanément, Peter Grimes donne une gifle à Hélène et s'enfuit avec le mousse. Les villageois ont été témoins de la violence de Peter et donc décident de se mobiliser pour aller châtier l'impudent. Grimes s'est réfugié dans sa cabane, qui est une barque renversée avec son mousse, et il habite au bord de la falaise. Et lorsque les villageois arrivent, que fait Grimes? Eh bien, il décide de fuir parce qu'il veut en plus aller pêcher, parce qu'il veut pêcher du gros poisson, parce qu'il se dit que s'il pêche du gros poisson, il obtiendra de l'argent, et s'il a de l'argent, il obtiendra enfin la respectabilité qu'il souhaite. Malheureusement, le mousse glisse le long de la falaise et tombe mort. Quelques jours plus tard, Peter Grimes n'a pas reparu et le mousse non plus n'a pas reparu, et pour cause, puisqu'on sait qu'il est mort. Et Eleanor Ford le recherche avec le capitaine Bulstrode. Le capitaine Bulstrode est un capitaine de la marine marchande à la retraite, qui est un homme absolument formidable, qui apprécie Peter Grimes, qui est persuadé de l'innocence de Peter Grimes, et donc tous les deux recherchent activement le pêcheur. Ils veulent savoir où il est. Et puis finalement, ils le découvrent, il est à côté de son bateau et il est malheureux parce qu'il sait qu'on va de nouveau l'accuser, qu'il n'échappera pas à la culpabilité, qu'il n'échappera pas aux rumeurs, qu'il n'échappera pas à son destin. Et du coup, le capitaine Bulstrode demande à Peter Grimes de quitter le rivage, de prendre sa barque et d'aller se saborder en haute mer. Et l'opéra se termine sur ce que l'on imagine être la mort, le suicide en quelque sorte programmé, provoqué de Peter Grimes. Voilà, donc une œuvre, comme vous le voyez, qui est une œuvre éminemment tragique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'origine, il y a eu un véritable travail d'adaptation de la part de Britten et de la part de son librettiste Montagu Slater, puisque à l'origine, dans le poème de George Crabbe, qui comprend, comme je vous le disais, 24 lettres, 24 poèmes, Peter Grimes apparaît dans le 22e, le personnage de Peter Grimes est un personnage qui est peu recommandable, qui est extrêmement brutal, qui est voleur, qui est responsable de la mort de son père, qui est extrêmement pervers avec les différents mousses qu'il a eus. Donc, dans le poème de George Crabbe, qui se passe d'ailleurs au XVIIIe siècle, ça ne se passe pas au XIXe siècle, Britten et son librettiste ont transposé l'action au XIXe siècle, mais à l'origine, ça se passe au XVIIIe. Mais en tout cas, le personnage de Peter Grimes est un personnage qui est peu recommandable, qui est une brute épaisse, tout simplement, une brute de décoffrage. Et le compositeur et son librettiste en ont fait un personnage, un peu plus recommandable, moins violent. C'est un personnage qui est simple, c'est un personnage qui a toutes les peines du monde à communiquer, qui est d'une sensibilité extrême, mais il ne peut pas canaliser cette sensibilité parce qu'il n'a pas le pouvoir du verbe. Il parle difficilement, il communique peu, il est plutôt taciturne, dans une forme de mutisme. Et à travers la description que je vous fais de ce personnage, on peut penser notamment au Wozzeck d'Alban Berg. S'il y a bien une référence à laquelle on pense dans l'opéra de Britten, c'est le Wozzeck de Berg. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux personnages, que ce soit Wozzeck ou que ce soit Grimes, sont confrontés à un double écueil qui provoque la tragédie. Le premier écueil est un écueil social, à savoir que Grimes
est issu d'une extraction modeste, en quelque sorte. On peut peut-être même imaginer qu'il est un enfant, trouver que c'est un enfant de l'orphelinat, comme les mousses qui travaillent avec lui, et que donc, par conséquent, il est difficile pour lui d'évoluer et de s'élever dans une société totalement sclérosée et qui est minée par l'argent. Ça, c'est déjà le premier écueil auquel il est confronté. Et il le dit souvent. Il dit, je veux toujours pêcher plus, je vais braver la tempête parce que cela me permettra de gagner l'argent nécessaire à la respectabilité. Cette respectabilité, j'en ai besoin. Et cette respectabilité passera par une forme de richesse, la possibilité de monter mon affaire, et également la possibilité de me marier. Or, les villageois lui refusent cette possibilité d'ascension sociale. Il y a donc un écueil social qui est extrêmement important. Et puis, un deuxième écueil, qui est l'écueil religieux. Nous sommes dans une société où il y a l'omniprésence du religieux, qui est notamment symbolisé par Bob Bowles, qui est une sorte de pêcheur, mais qui est méthodiste et qui ne cesse de vouer aux gémonies Peter Grimes, de le traiter de mécréant, de le traiter de pêcheur, etc., etc. Donc, et puis en plus, l'omniprésence du religieux se traduit par, notamment dans le premier tableau du deuxième acte, il y a une messe, on entend les chants religieux, on entend les prêches, voilà. Donc, il y a cette chape de plomb du religieux qui pèse également sur Peter Grimes. Et du coup, il naît une forme de culpabilité chez lui, comme dans l'opéra Wozzeck d'Alban Berg, où il y a aussi une omniprésence du religieux, où quand on regarde la terminologie qui est utilisée, c'est une terminologie qui est très justement religieuse, qui joue beaucoup sur le prêche, etc. Et là, on a exactement la même chose. Et donc, du coup, tout se passe comme si Grimes, comme Wozzeck, était victime d'un double déterminisme. Déterminisme social, doublé peut-être d'une forme de déterminisme métaphysique, d'une forme de destin contraire qu'il doit assumer. Comme si Grimes était un pécheur au sens propre et au sens figuré. Car bien évidemment, la notion de pécheur est double ici. Il y a aussi la notion du péché et la notion de culpabilité. Et d'une certaine façon, Peter Grimes, c'est l'histoire d'un immense chemin de croix, en quelque sorte, qui commence avec le procès et qui se termine avec le sabordage. Et d'ailleurs, sabordage qui est identique à la mort de Wozzeck, Wozzeck qui se noie dans une mare pour, d'une certaine façon, peut-être expier quelque chose, avec le sang qui est omniprésent. Et là, il y a également l'idée que Grimes va se noyer, va retrouver en quelque sorte la matrice qui est l'eau, qui est cette eau d'une certaine façon aussi, qui peut être éventuellement symbolique, l'eau du baptême, l'eau de la rédemption, etc., etc., etc. Donc, il y a cette dimension aussi religieuse qui est extrêmement prégnante dans l'opéra de Britten. Voilà. Donc, ce parallèle, toujours l'avoir en tête parce qu'il est évident entre le personnage de Peter Grimes et de l'autre côté, le personnage de Wozzeck. Alors, qu'est-ce que va en faire Britten au niveau, au niveau formel? D'abord, ce qui est très important, c'est que Britten est un homme qui a toujours été à mi-chemin, est un compositeur qui a toujours été à mi-chemin entre l'ancien et le moderne, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il était considéré par les modernes comme trop conservateur et il était considéré par les conservateurs comme trop moderne. Et il assumait d'une certaine façon cette marginalité. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le personnage de Peter Grimes est un personnage de marginal, mais ce personnage de marginal renvoie aussi à une forme de marginalité chez Britten. Britten s'est un peu reconnu en Peter Grimes. Pourquoi Britten était marginal? Pour une triple raison. Parce que dans l'Angleterre élisabéthaine de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas facile d'être un homosexuel assumé. Or, Britten l'était.
Deuxièmement, il y avait aussi l'idée de son pacifisme, du fait qu'il était objecteur de conscience, et donc il avait une image qui n'était pas forcément une image positive, car le pacifisme à l'époque, alors que l'Angleterre avait essuyé les bombardements des Allemands, il était compliqué de s'assumer en tant que pacifiste. Et puis, je reviens à ma troisième idée, qui est le fait que, d'un point de vue musical, Britten était à mi-chemin dans un entre-deux, en quelque sorte, entre le conservatisme et la modernité. Et si Peter Grimes a obtenu le succès qu'il a obtenu en 1945, c'est parce que Britten a su jeter un pont entre le public, en quelque sorte traditionnel, un pont entre le public traditionnel et puis un public un peu plus moderne. En quoi est-il allé chercher le public traditionnel? Tout simplement en faisant de son opéra un opéra assumant l'héritage du passé, assumant les grands maîtres du passé, qui vont de Bach jusqu'à Alban Berg, en passant par Verdi, en passant par Mussorgsky, en passant par Gershwin, la comédie musicale de Gilbert et Sullivan, etc., etc., etc. L'œuvre fourmille, très habilement, mais de références à des compositeurs installés, des compositeurs incontournables. Également, autre élément qui joue la carte du conservatisme, si je puis dire, c'est que Britten avait le souci des numéros, la traditionnelle opéra à numéros, c'est-à-dire la présence, l'identification d'airs, de duos, d'ensemble et l'omniprésence du chœur. Britten était absolument convaincu qu'il était important justement de respecter cette forme de l'opéra à numéros, de ne pas s'inscrire dans la continuité d'un Wagner qui, lui, souhaitait une dramaturgie parfaitement unifiée, une unité dramatico-musicale, où il n'y aurait plus justement de succession d'airs et de récitatifs, etc. Britten n'était pas d'accord avec cette idée de la mélodie continue chez Wagner. Il considérait que pour apporter un maximum de théâtre, un maximum de densité dramatique, il fallait s'inscrire dans la continuité de l'opéra traditionnel à numéros. Et d'ailleurs, je voudrais vous lire ce que disait justement Britten à ce sujet. Je m'intéresse principalement à la structure générale et aux questions de forme, et ai ainsi décidé de rejeter la théorie wagnérienne de mélodie continue au profit de la pratique classique des numéros séparés qui cristallise et retient l'émotion d'une situation dramatique à des moments choisis. Voilà. Donc, en fait, Peter Grimes, c'est une succession en quelque sorte de numéros qui sont la plupart du temps assez brefs. On ne s'installe pas dans une forme de confort, de scènes comme ça qui durent, mais on a des successions d'événements, de faits divers en quelque sorte, qui s'enchaînent. Il y a une vraie unité, bien sûr, dans l'œuvre de Britten, mais on ne perd jamais son temps. Il y a une dynamique interne à l'œuvre qui naît de cette succession de numéros brefs, où, en quelque sorte, Britten va saisir des instants sur le vif, comme ça, et les habiller d'un langage musical spécifique pour les différencier, comme d'ailleurs Berg le fait dans Wozzeck. Il y a un vrai travail sur la forme chez Britten. Donc, on va avoir une séquence qui va être purement chantée à travers des airs, que ce soit des airs bipartites, tripartites, etc., des airs strophiques, mais à un autre moment, on va avoir un élément purement musical, une passacaille, une fugue qui va illustrer un moment spécifique de l'œuvre, et puis à un autre moment, on va avoir une suite de danse, c'est ce qui se passe par exemple au troisième acte pendant le bal, etc., etc., etc. On va avoir un moment, une invention sur un rythme ou une invention sur une note, ce que Berg lui-même faisait dans le troisième acte de Wozzeck. Donc, il y a une grande invention formelle de la part de Britten qui lui permet de différencier les différents moments de l'intrigue. L'intrigue avance de façon inexorable vers le destin final, mais chaque moment est habilement habillé d'une forme musicale particulière, ce qui permet à Britten de varier les effets en quelque sorte à l'infini. Alors bien sûr, il faut une unité.
Alors, comment parvient-il à cette unité à partir du moment où, comme je le disais, Peter Grams, c'est une succession comme ça de scènes assez brèves mais qui s'enchaînent, tel un chapelet? Eh bien, à travers différentes choses. D'abord, il a un sens extraordinaire de la modulation, Britten. Le changement des tonalités, tonalité mineure, tonalité majeure, etc. Ce qui fait que ce travail de modulation, qui était par exemple cher à Mozart, Mozart est un génie de la modulation, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a une évolution harmonieuse de l'opéra qui se fait. Voilà, c'est qu'on est dans une unité qui est fictive en quelque sorte, qui repose sur la technique musicale de Britten, mais qui est réellement là quand même. C'est-à-dire, l'auditeur perçoit quand même cette unité. Donc, un travail sur, bien sûr, la modulation, mais un travail aussi sur le motif, tel le faisait par exemple Beethoven, qui était un génie de la variation motivique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le thème et variation. On prend un thème et puis on le fait varier de façon extrêmement souple pour justement permettre cette unité musicale. Et donc, Britten a une grande science de cette gestion du thème et des variations, de la variation motivique. Et puis, dernier élément qui va créer cette unité, c'est aussi bien sûr les interludes. Extraordinaire. 6 interludes qui sont d'une poésie, qui sont des poèmes miniatures. Debussy n'aurait pas renié la splendeur de ces 6 interludes qui vont permettre d'unifier les différentes séquences, puisque chaque acte est divisé en 2 tableaux. Il y a donc un prologue, 3 actes, et chaque acte divisé en 2 tableaux, et chaque tableau, d'une certaine façon, s'ouvre sur un interlude qui va donc faire le lien entre le tableau précédent et le tableau suivant. Et donc, ces poèmes miniatures parlent beaucoup de la mer, absolument capitale. La mer est là parce qu'elle campe le décor. C'est une mer qui n'est pas toujours calme, qui est même souvent agité. À un moment d'ailleurs, il y a une véritable tempête. Et il faut comprendre cette omniprésence de la mer d'un point de vue symbolique. La mer n'est pas seulement là, n'a pas sa réalité propre, mais elle a une influence aussi sur la psychologie des personnages. C'est-à-dire que l'intempérance des personnages est liée à l'intempérance maritime. Et ce thématique de la mer, qui est omniprésente, on la retrouve dans d'autres œuvres. Il y a une autre œuvre à laquelle, bien évidemment, Britten pense, c'est bien sûr le Tristan et Isolde de Wagner, avec justement l'importance du phénomène maritime, l'importance de la mer, l'importance des vagues, etc. Et on entend extrêmement bien à l'orchestre, justement, cette omniprésence du flux maritime, du flux et reflux de la mer. Donc, il est très important de comprendre que la mer est un acteur à part entière de l'œuvre, en quelque sorte. C'est un acteur à part entière. Autre chose qui est très important aussi, on a parlé un peu de la forme, mais de l'orchestration de Britten. Parce que Britten est un extraordinaire orchestrateur, incontestablement. C'est un très grand orchestrateur. C'est quelqu'un qui a notamment le sens de l'instrumentation, de la coloration instrumentale. C'est ce qui explique que la plupart du temps, en dehors de Peter Grams, toutes les œuvres de Britten, la plupart des œuvres en tout cas de Britten, ont une dimension chambriste. Parce que à travers cette dimension chambriste, Britten met en relief un instrument ou un groupe d'instruments. Dans Peter Grams, il va faire exactement la même chose. Il va utiliser tout le potentiel expressif de l'orchestre qui va de l'instrument seul au tout orchestral, en passant par le regroupement de certains instruments, en passant par, en quelque sorte, une dimension chambriste. Donc, tout l'effectif orchestral, il va varier à l'infini l'utilisation de l'effectif orchestral, et de sorte que, du coup, il varie à l'infini les climats, les atmosphères de Peter Grams. Donc ça, c'est très important de le comprendre, ce sens de la coloration instrumentale, ce sens de l'instrument, de la couleur, qui permet d'instaurer un climat, d'instaurer une atmosphère, de définir une ambiance, ou de varier en tout cas à l'infini les ambiances. Et si il parvient à ce point
à rendre son orchestre aussi évocateur, c'est parce qu'il faut savoir que Britten, avant d'être compositeur d'opéra, a écrit pour le théâtre et pour le cinéma, a accompagné en quelque sorte les images. Et il a ce point commun avec Shostakovich. Shostakovich que Britten admirait par-dessus tout. Ils étaient très amis tous les deux et on sait que Britten a eu un choc considérable lorsqu'il a découvert le Lady Macbeth de Mzas de Shostakovich, qui était pour lui un des sommets, si ce n'est le sommet du genre. Et donc, avec Shostakovich, il partage cette science de l'allusion, cette science de l'illustration musicale, où tout est pensé pour qu'il y ait un lien absolument étroit entre ce qui se passe sur scène, ce qui se dit, ce qui se raconte et ce que l'on entend dans la fosse. Voilà. Donc ça, c'est un des grands points forts de Britten, c'est ce sens de l'illustration, de l'évocation musicale. Shostakovich était un grand maître en la matière. Il y en a d'autres. Puccini, par exemple, aussi est un immense évocateur musical. Ça, c'est la partie orchestre. Et puis, dernière habileté, si je puis dire, de Britten, dernière dimension très importante dans Peter Grimes, mais que l'on retrouvera aussi dans les œuvres futures de Britten, c'est la science de l'écriture pour la voix. Ça, c'est aussi absolument capital. Sur le plan vocal, Britten est un maître. Il est un maître et c'est en ça qu'il a réussi à redorer le blason de l'opéra anglais. Parce qu'il a voulu faire chanter la langue anglaise comme les Italiens font chanter la langue italienne ou les Français font chanter la langue française, les Russes font chanter la langue russe, etc. Je vous cite le compositeur. Un de mes buts principaux est d'essayer de rendre à la musicalité de la langue anglaise l'éclat, la liberté et la vitalité dont elle a été complètement dépourvue depuis la mort de Purcell. Voilà, c'est ça, sa volonté. Donc, il ne va pas hésiter, par exemple, de modifier l'accentuation d'un mot pour qu'il soit le plus musical possible. Il en résulte quoi? Eh bien, on a un grand récitatif, une grande récitation musicale, parce que pour Britten, le théâtre avant tout. Et donc, le travail pour la voix, il correspond à cette volonté de théâtralité, d'éloquence. Donc, on n'est pas dans un chant, on a quitté les rives du chant ornementé, du chant qui est avant tout un chant agréable, comme on pouvait l'entendre dans le cadre du bel canto, par exemple, que ce soit le bel canto baroque, le bel canto romantique, etc. On n'est plus là-dedans, on n'est plus dans cette conception de l'hédonisme vocal, mais on est dans l'idée de la théâtralité du chant. C'est en ça que nous sommes dans une récitation musicale. Mais cette récitation musicale, elle va du simple parler, parfois même a cappella, ou du chant a cappella, parce que parfois il y a aussi du chant a cappella, à des airs parfaitement, comme je vous le disais, identifiables, en passant par la déclamation lyrique. Donc la récitation musicale chez Britten est très variée, elle est très éloquente et elle répond toujours de la façon la plus précise possible aux situations dramatiques de l'œuvre. Dernière petite chose, quand même très importante, l'omniprésence du chœur. Et oui, s'il y a bien, on pense souvent quand on parle du chœur, on pense souvent aux grands opéras du 19e, notamment aux opéras de Verdi, aux opéras de Wagner, etc. Mais on ne dit pas suffisamment que le chœur est absolument fondamental dans l'œuvre de Britten. Britten écrivait très très bien pour le chœur, avait un sens de l'écriture polyphonique, et elle l'épuisait notamment chez Bach. Et on l'entend très très bien dans Peter Grimes. C'est un élément essentiel, le chœur. On le retrouve de façon extrêmement récurrente dans l'œuvre, et en ça, Britten prolonge la longue tradition chorale anglaise. Donc vraiment, à retenir aussi cette importance du chœur qui est très beau. Tous les passages pour chœur sont absolument remarquables. Voilà, en gros, ce qu'on peut
dire de Peter Grimes? Alors, parlons un peu de la production à laquelle vous allez assister. C'est une production qui est signée Deborah Warner. Deborah Warner est une metteuse en scène britannique qui travaille sur les plus grandes scènes internationales, pour les plus grandes scènes internationales depuis les années 80. Donc, elle a un grand métier du métier, en quelque sorte, et elle connaît très, très bien Britain, puisqu'elle a monté notamment The Turn of the Screw, Death in Venice, donc La mort à Venise, The Rape of Lucretia, Billy Budd. Tous ces opéras ont été montés par Deborah Warner. Et il se trouve que la production de Peter Grimes a déjà été créée. Ce n'est pas une création à l'Opéra de Paris. C'est la première fois que nous proposons cette production à l'Opéra de Paris, mais elle a été créée en avril 2021 au Teatro Real de Madrid. Et ensuite, elle a été reprise au Covent Garden de Londres en mars 2022. Et à chaque fois, avec un très grand succès. C'est une production qui fonctionne extrêmement bien, qu'on pourrait qualifier de réaliste poétique. Voilà, elle joue la carte du réalisme poétique. Alors, je vous lis juste une petite critique qui est sortie lors d'une reprise de la production. Deborah Warner et Michael Levine, déjà à l'œuvre dans L'ébouriffant Billy Budd, présenté dans la capitale espagnole en 2017, remettent le couvert dans cette puissante lecture de l'histoire du marin mal aimé d'un peuple aveuglé par ses croyances. Le scénographe a imaginé un plan incliné et inclinable s'adaptant à tous les décors. La hutte de Grimes, la mairie, la rue, le rivage, le pub. La metteuse en scène opte pour une transposition dans un village d'aujourd'hui, sur les côtes du Suffolk, là où vivait d'ailleurs Benjamin Britten, pour éviter le sentimentalisme de la pauvreté que la reconstitution d'époque pourrait susciter. Elle mélange habilement propos politiques, le Brexit, jamais cité, criant silencieusement sa présence, et la peur de l'étranger, et réalité sociale d'une communauté de pêcheurs livrée à elle-même. La justesse des situations, le visuel virtuose, la direction d'acteurs époustouflante, l'appétence à la narration théâtrale ne peuvent que conquérir intensément. Il s'agit assurément d'un spectacle qui fera date. Voilà, tout est dit. Je vais maintenant vous proposer quelques images que j'ai réussi à trouver sur le site du Teatro Real. Ça dure 20 secondes. Donc, vous allez voir juste une sorte de trailer très court, où vous verrez donc quelques images de la production. Et ensuite, je me permettrai de vous passer une interview de Deborah Warner qu'on trouve d'ailleurs sur le site de l'Opéra de Paris, où elle parle de la production et elle parle également aussi, c'est très intéressant, de la distribution sur laquelle nous reviendrons par la suite. Monsieur Nicou, je me permets une question, parce Oui. que vous avez dit à 2 reprises que ça n'était jamais passé, Peter Grimes à l'Opéra de Paris. Je l'ai vu en 1981 à Garnier avec John Vickers. Oui, non, je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit ça. Non, ce que j'ai dit. Non, tout à fait, vous avez raison. Et même c'est encore plus récent puisqu'il y avait également une production de Graham Vick par la suite qui a été donnée aussi de Peter Grimes. La dernière en date, c'était celle de Peter Grimes. Non, ce que j'ai dit, c'est que depuis quelques années, en fait, Britten était le parent pauvre de l'Opéra de Paris puisque depuis 2012, nous n'avions rien donné de Britten. La dernière fois que nous avions donné quelque chose, c'était la reprise du Billy Budd dans la mise en scène de Francesca Zambello. C'est ça que j'ai dit. Mais vous avez raison, les productions de Peter Grimes, on a bien sûr donné, ça n'est pas une entrée au répertoire, c'est pour ça que je n'ai pas précisé que c'était une entrée au répertoire, on a bien sûr déjà donné Peter Grimes à l'Opéra de Paris. Je vous dis, la dernière en date, c'était une production de Graham Vick qui date des années, c'était l'ère Gall en fait. Les années, on avait d'ailleurs eu la chance d'avoir dans le rôle de Peter Grimes Ben Eppner, qui était tout à fait extraordinaire. Voilà. C'était magnifique, très belle production, production plutôt belle, intéressante, mais surtout avec un Ben Eppner qui était tout à fait remarquable. Et c'était, je crois, de mémoire, Suzanne Chilcott, qui était une grande artiste qui est morte, hélas peu de temps après, qui chantait le rôle d'Hélène Orford. Voilà. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, du coup, donc je vous partage mon écran et je vais vous proposer les extraits dont je vous ai parlé.
Est-ce que vous voyez le document? Oui. Parfait, merci. Donc, je reviendrai ensuite sur la distribution. Je vous propose le premier extrait. Vous allez voir, c'est très, très court. C'est 20 secondes, mais ça vous donnera une idée. Voilà, comme je vous l'avez dit, c'est très court. Je vous passe maintenant l'interview de Deborah Warner. Peter Grimes' character is the reason that many of us come to the opera. And once we've arrived in the opera, we discover that there are 1,000 other reasons as well. The character of Ellen Orford, the character of the chorus, of course. But to analyze and find and discover Peter Grimes' character is only possible when you've got a Peter Grimes. You will find with Grimes you need your Grimes. And I knew Alan Clayton was the man that I wanted. This is his first Grimes. So this is a very special moment that we are premiering Alan's Grimes, which I think he will be singing for many, many years. The revelation of truth on a stage is best done by accessing the performer's truth. So really the essence of who they might be. That will be the best route. It's an extremely disturbing opera, and I think there is a public perception that quintessential English opera about a nice town on the edge of the sea, and it's about a fearful persecution of an individual in a particular place. It's about the outsider. It's a very, very uncomfortable opera with staggering beauty, staggering orchestral passages. Why do we go to see tragedies? Because we hope to learn something about ourselves. We hope to deepen our understanding of the human condition. We hope to understand ourselves, but significantly to understand others better. Voilà, concernant donc cette interview assez courte de Deborah Warner, et donc elle m'offre une passerelle vers la distribution puisque elle parle notamment de Alan Clayton. Il faut savoir que la distribution que l'Opéra de Paris va proposer est la même, rigoureusement la même, enfin la même à un rôle près, qui est celui de Bulstrode, puisque ce n'était pas Simon Kinleyside qui chantait Bulstrode à la création au Teatro Real Madrid, mais sinon, tout le reste de la distribution est identique. Et donc, nous avons la chance d'avoir dans le rôle de Peter Grimes, Alan Clayton, qui est un chanteur anglais, un ténor anglais, tout à fait exceptionnel. Je vous lis juste, là encore, un petit commentaire. C'est celui d'un critique français bien connu qui s'appelle Pierre Flinois, qui dit la chose suivante à propos d'Alan Clayton. Il dit « Alan Clayton, en prise de rôle, s'inscrit aussitôt au niveau des plus grands, masse barbue et échevelée, mais incroyablement mobile, dont la voix, souple, séduisante jusque dans le cri et jeune aussi, vous happe à tout moment. » Donc, incontestablement, le point fort de cette distribution, c'est le grand Peter Grimes d'Alan Clayton. Voilà. Alors après, petite mention aussi, c'est que nous avons un changement au niveau de la direction musicale. C'est Alexander Soddy, et donc je l'ai intégré dans le document, qui dirigera Peter Grimes. Alexander Soddy est un chef
anglais qui vient d'Oxford et qui a dirigé les plus grandes phalanges internationales, et notamment, donc, il a dirigé à Munich, il a dirigé à Berlin, Londres, Vienne, New York, etc., etc. Donc voilà, c'est un chef même s'il est jeune, c'est un chef déjà qui a beaucoup de métiers. Il est anglais, ce qui finalement est intéressant pour diriger le répertoire anglais. Voilà ce que l'on pouvait dire. Il est 18h47. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Oui, merci Bruno. Est-ce que vous avez des questions, Martine, je crois encore? Oui, parce que j'ai vu aussi Billy Budd, mais plus tard, et j'en garde un souvenir extrêmement fort, aussi bien de l'œuvre que de la mise en scène. Alors, je voulais savoir quel parallèle on pouvait faire entre, c'est pas la même histoire, bien sûr, mais quand même entre Billy Budd et Peter Grimes, parce qu'on est dans des milieux maritimes, enfin, il y a quand même des choses qui sont la mer, donc, marginal. Et la marginalité. Donc, il y a et la marginalité, bien sûr, puisque Billy Budd, là encore, va être sacrifié. Il va mourir aussi, victime de l'hostilité de son capitaine. Donc, on est également là aussi dans un être qui, à un moment ou un autre, est confronté à l'hostilité d'une ou plusieurs personnes. Voilà. Donc, on est toujours dans cette dimension-là. En fait, il y a deux grandes thématiques dans l'œuvre de Britten, qui traversent l'œuvre de Britten. Il y a la marginalité, donc un homme, un homme généralement, face à un groupe hostile, soit un individu, soit un groupe hostile. Mais en tout cas, il y a une confrontation. Voilà. On le retrouve par exemple typiquement aussi dans Owen Wingrave, j'espère qu'un jour on l'a donné dans le cadre de la saison de l'Académie à l'amphithéâtre, je crois. Bastille, on l'avait donné alors les murs. C'est une œuvre extraordinaire, Owen Wingrave, où un homme qui évolue dans un milieu militaire, en fait. Donc on veut faire de lui également un militaire. Il doit s'inscrire dans une continuité, il doit assumer en quelque sorte son héritage. Et il refuse d'assumer cet héritage, il refuse de devenir militaire. Et donc, bien évidemment, il est en but à l'hostilité de sa famille. Une nouvelle fois, hostilité, l'individu face au groupe, toujours. Première thématique centrale. Deuxième thématique, innocence et culpabilité. Toujours aussi, innocence et culpabilité, qui est un thème d'ailleurs très chrétien. Il y a de cet ordre-là, parce que c'est très intéressant de voir l'évolution de Britten. Parce que Britten, en fait, au départ, c'est un révolté. Politiquement parlant, quand il revient en 1945 en Angleterre, il est encore très proche, comme je vous le disais, de Montagu Slater. Après, je ne vous l'ai pas dit, mais finalement, Montagu Slater, qui est son librettiste, finalement, ils vont en quelque sorte se fâcher, alors qu'ils étaient très proches l'un et l'autre, que Britten partageait les idées politiques de Slater. Il avait donc une vision très, très progressiste, très sociale. Enfin, voilà, il était communiste aussi, il partageait les idées communistes de Slater. Et à un moment, ils vont se brouiller parce que finalement, Britten ne va pas être totalement satisfait du livret de Slater, et donc il va demander à deux autres amis à lui de participer, notamment Éric Crozier, de participer à la finalisation du livret. Et du coup, Slater va rejeter le livret qui sera utilisé lors de la création en 1945. Il va le rejeter en considérant que ce n'est pas son livret à lui. Donc c'est bon. Mais tout ça pour dire qu'au départ, Britten est dans cette dynamique-là. Et puis, progressivement, lui qui a eu une formation, qui a une éducation religieuse, chrétienne, protestante, il va progressivement revenir à ça, puisque ce qui est très frappant, c'est que dans le cadre du festival d'Aldeburgh qu'il va monter, qu'il va créer avec son ami Peter Pears, il va proposer des spectacles qui sont parfois des spectacles pour les enfants, notamment adaptés aux enfants, mais beaucoup d'œuvres religieuses autour de paraboles, notamment de la Bible. Il va beaucoup s'appuyer sur la Bible pour penser justement ces spectacles. Donc, il y a une forme de retour au religieux qui se fait de mémoire à peu près dans les années 60. Donc, il y a cette dimension-là qui est présente, la dimension de l'innocence, de la culpabilité, toute cette réflexion là-dessus qui est extrêmement prégnante dans l'œuvre de Britten. Voilà. Donc, deux grandes thématiques. Et dans Billy Budd, pour revenir à ce que vous disiez, c'est que dans Billy Budd, on a bien évidemment ça aussi.
c'est-à-dire la notion d'innocence et de culpabilité, c'est-à-dire que finalement, Billy Budd finit par être exécuté parce qu'il a fini par faire violence, il a tué, je crois, son capitaine, et alors est-il coupable, est-il innocent, puisqu'il a été victime du harcèlement d'un capitaine trop zélé, donc est-il véritablement coupable ou innocent? Il y a toute cette réflexion autour de cette thématique-là. Donc, il y a bien un lien entre Peter Grimes, bien un lien. Et la notion d'innocence et de culpabilité dans Peter Grimes, on la retrouve pas seulement au niveau du personnage central, mais également au niveau des enfants. Bien sûr, ces enfants qui sont employés et qui sont tous issus de l'assistance publique. Il y a donc cette idée derrière aussi de l'exploitation des enfants, de la façon dont les enfants sont traités. Donc, il y a aussi cette idée-là et donc la notion d'innocence, qui est bafoué en quelque sorte. A-t-il inspiré musicalement d'autres compositeurs? Ah oui, je peux vous en donner notamment un auquel que j'avais d'ailleurs. Ah non, je ne vous avais pas parlé. On a donné l'année dernière A Quiet Place de Bernstein. Typiquement, Bernstein a beaucoup écouté Britten, parce que en fait, on peut considérer que l'opéra américain, d'une certaine façon, enfin, il y a un basculement qui se fait, un basculement véritable qui se fait au niveau de l'opéra anglais, je vous disais, à partir de Peter Grimes. Et donc, Britten devient une référence pour, j'allais dire, l'opéra anglo-saxon, pour les compositeurs anglo-saxons. Donc, incontestablement, je vous cite Bernstein parce que c'est celui qui me vient véritablement à l'esprit dans le travail qu'il fait notamment sur la langue américaine, mais qui est à l'image du travail que Britten fait sur la langue anglaise. Hein, mais il y a bien évidemment, ça s'inscrit dans il y a une continuité. Voilà. Merci. Alors, je vois, vous qui êtes un tel connaisseur, qu'est-ce qui vous a surpris? Je n'ai pas vu la fin du message. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a surpris finalement dans cette mise en Alors, dans cette mise en scène, en fait, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Je ne l'ai pas vue cette mise en scène, puisque c'est une mise en scène. Alors, il y a une captation en DVD, mais donc je n'ai pas acheté de DVD. Donc, je n'ai pas. Pardon. Dans la mise en scène. Pardon, je ne vous entends pas bien. C'est coupé. Dans quelle mise en scène, du coup? Dans la mise en scène de Billy Budd, du coup? Ou dans la mise en scène de Peter Grimes? Parce que la mise en scène de Peter Grimes, je le répète, comme c'est une production qui arrive pour la première fois à l'Opéra de Paris, je vais la découvrir comme vous. J'en connais bien évidemment quelques éléments, mais je n'ai pas vu dans son intégralité. Donc, je peux difficilement répondre à cette question. Mais peut-être que je n'ai pas compris, la réponse. La question, je veux dire. Si, c'était juste ça, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, Peter Grimes, on est bien d'accord. Donc, voilà, oui. donc c'est la première fois qu'on va la donner. Donc, je la découvrirai. J'aurai le plaisir de la découvrir dans son intégralité. Comme vous, j'en connais quelques brides, mais je ne l'ai jamais vue dans son intégralité. OK. Ben, ça donne très envie à nouveau. Oui, non, mais de toute façon, en plus, c'est une chance que je vous disais au début, peut-être que j'ai été un peu rapide, mais de mémoire, là, par contre, je crois que Britten n'avait jamais eu les honneurs de Garnier, ce qui est une hérésie. Je pense que c'est un excellent choix de la part d'Alexander Neff, notre directeur, d'avoir choisi les crins de Garnier. Pourquoi? Parce que Britten, justement, est un compositeur de l'intime, finalement. Ses œuvres sont rarement spectaculaires. Elles sont tragiques, mais elles sont rarement spectaculaires. Et je pense qu'elles résonnent beaucoup mieux au Palais Garnier qu'à l'Opéra Bastille. D'autant plus que comme on a de la récitation musicale, le texte a une importance absolument fondamentale et que l'orchestre lui-même, comme je le disais, est un orchestre qui est utilisé souvent de façon chambriste, pas dans son intégralité, mais de façon chambriste. Du coup, il résonnera d'autant mieux
au Palais Garnier. Donc c'est une excellente idée d'avoir proposé Peter Grimes au Palais Garnier. Je pense que l'œuvre a toute sa place dans cet écrin-là. Et de mémoire, je crois, j'espère ne pas me tromper, que nous n'avions jamais proposé une œuvre de Britten à Garnier. Tout ce que l'on a proposé, on l'a proposé à Bastille. C'est la première fois. Et moi, je l'ai entendu à Garnier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous l'avez entendu à Garnier? En 81, c'était à Garnier. Ah, pardon, autant pour moi. Eh ben, vous voyez, je me trompe. D'accord, c'était à Garnier. Ah ben, ok. Ah, bah, donc c'est une. Ce n'est pas la première fois qu'il a les honneurs du Palais Garnier. D'accord. Ok. Bon, mais, donc vous me la. Avec Vickers, c'est avec Vickers, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Pritchard comme conducteur. Ah oui, d'accord. Et c'est Vickers. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que c'est intéressant. On parle de Vickers. C'est que, en fait, il y a deux interprétations radicalement différentes de Peter Grimes, qui correspondent à deux conceptions différentes du personnage. Il y a la dimension, la conception très, très élégiaque qui est celle de Peter Pears, le compagnon de Britten, qui a créé le rôle en 1945 au Sadler's Wells et qui avait une voix plutôt légère, ce n'est pas une voix très large, Pears, et qui donnait donc une dimension, je le répète, élégiaque, poétique, parce qu'il y a cette dimension dans le personnage de Grimes. Grimes est en permanence connecté aux éléments. Il y a une sorte de connexion cosmique, ce que je n'ai pas peut-être suffisamment précisé, c'est-à-dire et qui ressemble bien évidemment à cette connexion au lien que Wozzeck également a avec la nature. C'est-à-dire que Grimes essaie de comprendre à travers les astres. Il y a tout, notamment un air merveilleux de Grimes au premier acte, où il parle justement des étoiles. Et en gros, il essaie de déceler dans la nature, dans le message de la nature, dans les étoiles, il essaie d'obtenir des réponses à son angoisse existentielle. Parce que, en fait, c'est ça, Grimes. Il est dans une angoisse existentielle permanente. Et du coup, il cherche à trouver dans la nature des réponses, et notamment dans les astres. Bon, et donc il y a ce lien extrêmement intime avec la nature. Donc il y a une dimension élégiaque incontestable dans le personnage. Donc il y a Peter Pears. Et puis de l'autre, il y avait justement ce très grand ténor canadien qui était John Vickers. Et Vickers, lui, propose, parce que la voix était beaucoup plus large, il faut rappeler que Vickers était aussi un chanteur wagnérien de grande envergure, hein, de grande envergure. Il chantait aussi merveilleusement le rôle de Florestan dans Fidelio. Mais il y avait une densité vocale. Et donc, il faisait tendre le personnage de Grimes vers quelque chose d'éminemment romantique, dimension romantique, très romantique en quelque sorte, hein, très habité, très torturé, très tourmenté, etc. Mais voilà, cette dimension-là chez Vickers. Et il se trouve que Britten n'aimait pas du tout l'interprétation de Vickers. Il détestait même, il le disait, l'interprétation de Vickers. Il trouvait que Vickers se trompait, que ce n'était pas comme ça qu'il fallait chanter Grimes. Il faut confier, et c'est pour ça qu'Alan Clayton est merveilleux, c'est que Clayton qui va chanter dans la production, c'est que Clayton est un styliste avant tout. C'est pas quelqu'un qui chante en puissance. Et pour ça, l'écrin du Palais Garnier répondra mieux, en quelque sorte, au volume vocal, si je puis dire, de Clayton. Clayton joue dans la nuance, joue dans le style. C'est notamment un chanteur, il chante Bach aussi, c'est tout dire, il chante Bach. Et donc, du coup, il y a vraiment chez lui cette volonté, cette éloquence, mais une éloquence qui fonctionne, il y a toute une palette de sentiments qui passe à travers l'interprétation de Clayton, et tout est fait dans l'intériorisation, dans la nuance. On n'est jamais dans l'extériorisation, dans l'extraversion. Voilà. Ça, c'était pas ce que souhaitait Britten. Britten souhaitait un personnage beaucoup plus concentré, beaucoup plus maîtrisé, même si parfois c'est un personnage brutal, mais pour autant, il y a chez lui quelque chose de très intériorisé. Et Britten souhaitait que cette intériorisation se traduise vocalement par une forme de maîtrise et puis bien évidemment aussi par une dimension élégiaque. Voilà, j'ai fait tout un développement, mais je pense, puisque vous me parliez de Vickers, de dire que Vickers, qui est pourtant un interprète majeur de Peter Grimes, n'avait pas le soutien, si je puis dire, du compositeur lui-même.
Passionnant, Oui, merci. mais quelque part, je veux dire, c'est la richesse un peu de cette œuvre, c'est qu'on peut le tirer vers différents endroits. La version un peu romantique, effectivement, de héros romantique de John Vickers, ou au contraire, cette espèce d'angélisme presque de Pierce. Exactement, d'angélisme de Pierce, c'est tout à fait ça. D'angélisme oui, c'est ça, d'angélisme. C'est un peu ça. Et vraiment, les deux tendances, j'allais dire, s'affrontent. C'est-à-dire qu'en fonction, c'est pour ça que le choix du ténor, en fait, le choix du ténor conditionne profondément le regard que l'on peut avoir sur l'œuvre. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est fascinant. Sur le regard qu'on peut avoir sur l'œuvre, ou en tout cas sur le personnage principal. Le regard est vraiment très conditionné par ça, par la voix, par la façon d'interpréter le personnage. Voilà. C'est très clair. C'est toute la richesse, je pense, de cette œuvre. Hein. Cette possibilité d'interprétation et toutes les interrogations dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, sur innocence, pas innocence, voilà. Enfin, c'est une œuvre qui n'a pas de réponse, mais qui pose plein de questions. Qui pose plein de questions. Et c'est très intéressant parce que quand vous lisez sous la plume de certains critiques, des exégètes, si plus est, de l'œuvre, certains sont radicaux en disant il est innocent, il n'est absolument pas coupable, tout le montre dans l'opéra. Bon, c'est vrai que lui-même, Grimes, prend sa propre défense et explique qu'il est innocent. Mais rien ne nous permet en tout cas de le dire de façon absolue. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire l'ambiguïté dans laquelle on est plongé en permanence. Parce que d'un côté, il y a cette franchise de Grimes, ou cette façon qu'il a de défendre son propre cas, en quelque sorte, et on a plein de compassion pour lui, et donc on veut croire en ce qu'il dit. Et puis, il y a tout à coup ce deuxième tableau du deuxième acte, où alors qu'il fuit en quelque sorte la foule et qu'il est avec son apprenti, enfin son mousse, et alors que la foule arrive et veut venir le lyncher, lui ne pense qu'à une chose, c'est aller pêcher, parce qu'il se dit, là, il y a un banc de poissons, il faut absolument, malgré, pourtant, la mer est déchaînée, c'est extrêmement compliqué, il va absolument aller pêcher ce banc de poissons, parce qu'il se dit, ça va me rapporter énormément d'argent, et enfin, je vais obtenir la respectabilité que je recherche. Et qu'est-ce qu'il fait du coup? Il violente l'enfant, c'est-à-dire qu'il le presse, qu'il le houspille, qu'il est dans une tension permanente avec cet enfant. Et du coup, cette scène qui est saisissante, elle nous interpelle et elle nous dit, on se dit, mais ok, bon, alors, où est la vérité finalement? Peut-être que la vérité n'est nulle part, elle est partout et nulle part, et c'est ça l'intérêt de l'œuvre. C'est que chacun, il voit ce qu'il veut voir et interprète ce qu'il veut interpréter, finalement. Voilà, mais est-ce que vous auriez d'autres questions les uns les autres? Interrogations, commentaires? Bon, écoutez, comme d'habitude, vous nous avez donné envie d'attendre, de pas attendre justement. Ah oui, allez-y. Non, mais vraiment. On y va le 4 février, donc dans quelques semaines. Oui, je vous entends haché. Vous m'entendez? Oui, je sais pas, j'ai une communication très mauvaise aujourd'hui. Bon, très instable. Vous m'entendez? On vous entend. Non. Comment dire? On vous entend. On vous entend. Tout ça pour vous, effectivement, notre cas, le 4 février, vous m'entendez? Non. Voilà. Pas du tout. Bon, c'est pas grave. J'entends un peu mieux. Là, ça a commencé bien. En tout cas, j'en profite. Je vais appeler Jean-François avec mon téléphone et on va le mettre en haut-parleur, ça sera peut-être mieux. D'accord. Mais vraiment, non, mais c'est une production de ce que j'ai pu voir, hein, de la production de Deborah Warner. De toute façon, ce n'est pas un hasard
si elle a obtenu un tel succès critique, public à sa création à Madrid, puis à sa reprise à Covent Garden. Enfin, vraiment, voilà. Puis c'est surtout ce qui est très bien, c'est que Warner, elle est, comment dire, d'abord, elle connaît ce que je disais très bien Britten, et puis en plus de ça, elle a vraiment le souci de l'œuvre. C'est très appréciable d'avoir des metteurs en scène qui se mettent au service de l'œuvre. Voilà. Et elle se met pleinement au service de Britten parce qu'elle considère, à juste raison, que c'est lui qui est plus grand qu'elle, si je puis dire. C'est lui le compositeur, c'est lui qui a écrit l'œuvre. Et donc, elle se met à son service. Et quand généralement les metteurs en scène se mettent au service d'une œuvre, et surtout qu'ils aiment l'œuvre, c'est le cas de Deborah Warner pour Britten, ça donne souvent des résultats qui sont très probants, évidemment. Bien, écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Moi, je ne vous vois plus. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions des uns et des autres. Alors, je terminerai à ce moment-là pour vous remercier encore une fois de nous avoir donné envie de retourner à l'opéra pour cette merveilleuse œuvre. Et je voudrais terminer par deux petites annonces. Donc, on se retrouve le 4 février pour Peter Grimes et on vous retrouve, Bruno, pour Hamlet le lundi 6 février. Exact. Oui. Voilà. Et pour ceux qui veulent voir au cinéma Parsifal, eh bien, c'est demain soir à 18h. Donc, vous avez effectivement la diffusion plutôt au Parsifal avec Ludovic Tézier de l'Opéra de Vienne. Oui, extraordinaire. Dans la mise en scène de Serebrennikov, qui se passe dans un univers carcéral. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais, et vraiment, d'ailleurs, on parlait d'Hamlet, je vous en reparlerai, mais on parlait justement de notre ami Ludovic. Ceux qui sont allés entendre La Force du Destin ont pu voir une nouvelle fois combien ce baryton est un baryton absolument vraiment exceptionnel. Et je ne saurais trop vous conseiller d'écouter, puisqu'on parlait de retransmission. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le 8 janvier, donc il y a 3 jours, donc a été donné un concert à Baden-Baden, Kaufmann-Tézier, à la suite de l'album qu'ils ont sorti Insieme. Et donc ce concert, vous pouvez normalement encore le voir sur Arte Concert. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller l'entendre, parce que les deux font un numéro absolument incroyable et que notamment on a l'occasion de les entendre dans Othello de Verdi. Voilà, Iago et Othello. Et sachez également, en parlant d'Othello, que pour ceux qui aiment les Corrigis d'Orange ou qui ne sont jamais allés aux Corrigis d'Orange, que cet été, je crois, c'est au Festival d'Aix-en-Provence, c'est Corrigis d'Orange de mémoire, qu'il y aura un Othello en version, je crois que c'est en version concert, avec Tézier et Kaufmann. Voilà, Othello de Verdi. Je crois, il me semble que c'est au Corrigis. Effectivement, c'est tout à fait exceptionnel. Voilà. Le CD faisait partie de notre sélection sous le sapin pour les uns et les autres. Hein. D'accord. C'est effectivement un très beau CD. Ah oui, non. Merci encore. Et le concert est extraordinaire. Et à très bientôt. Alors. Oui, très bien. Merci à vous. Très bientôt. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir.